Ce serait bien de commencer à donner la parole aussi aux parents. Parce que c'est l'officiel aussi, c'est le rôle officiel. Et le PMDL joue un rôle excessivement important dans le développement des pays comme les autres. C'est le programme national de développement local. Or, on sait qu'on ne peut pas parler de développement national si on ne passe pas par les localités. Donc, une structure qui me semble excessivement importante. Donc, si on a des personnes qui participent au pilotage de cette institution, il faut considérer que c'est des personnes clés dans le développement de notre pays. Et c'est bien que l'on sache ça, parce que l'idée pour un parrainage, c'est de donner un modèle à nos jeunes. C'est ça, hein? Quand on désigne un parrain, c'est que les jeunes doivent considérer que c'est un modèle. Et qu'en conséquence, ils doivent travailler à suivre le même parcours, à suivre la même trajectoire pour en arriver à peu près au même niveau. Donc, félicitations, monsieur le parrain, félicitations à toute la délégation qui nous accompagne. Moi, je suis le fils de Diourbel aussi, hein, parce que du côté de ma maman, je suis originaire de Diourbel. La famille de ma maman se trouve au quartier Tianokaï. Donc, je suis quelque part Diourbel. Mauvais terme, mais Diourbel. Alors, donc, c'est avec beaucoup de plaisir que ce matin, on va dire un mot. Mais c'est un point sur le programme de philosophie que vous avez démarré depuis l'année dernière, c'est-à-dire en octobre 2024. Vous avez démarré ce programme avec un prof de philo qui vous a dit, avant d'entrer dans la maison de la philosophie, il faut passer par la porte. C'est normal, hein, quand vous entrez dans une maison, et si vous êtes un autre normal, vous passez par la porte. On ne passe pas par la fenêtre, on ne saute pas les murs. On passe par la porte. Et la porte, c'est la définition de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Mais voilà une porte qui refuse de s'ouvrir. Donc tout le souci de la philosophie, c'est que vous voulez entrer dans son domaine, il faut passer par la porte, et que cette porte est toujours fermée. Qu'est-ce que la philosophie? On n'a pas de réponse. Le professeur Jules Lachelier, à la question qu'est-ce que la philosophie, répond, je ne sais pas. Et c'est un prof de philo qui dit qu'il est incapable de définir la discipline qu'il est appelé à enseigner à ses élèves. Je ne peux pas définir la philosophie. On lui dit, mais pourquoi vous êtes incapable de définir la philosophie? Pourquoi vous êtes incapable d'avoir une clé pour ouvrir la porte de la philosophie? Il dit, c'est très simple, c'est parce que les philosophes ne s'entendent pas. Donc on ne peut pas définir la philosophie en raison du désaccord des philosophes. Les philosophes ne s'entendent pas. On a pu dire d'ailleurs que les philosophes ne sont d'accord que sur une seule chose, ils sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. Donc ils sont d'accord sur le désaccord. Il n'y a pas d'accord en philosophie sur toutes les questions. Les philosophes sont en situation de contradiction. C'est pourquoi Emmanuel Kant assimile la philosophie à un champ de bataille. Il dit que la philosophie est un champ de bataille, parce que les philosophes ne s'entendent pas. Mais comprenez qu'il s'agit de bataille intellectuelle. Il s'agit de bataille théorique. Lorsqu'un philosophe avance une idée, vous allez avoir un autre philosophe qui va le remettre en cause. C'est comme ça en philosophie. Il y a toujours contestation, il y a toujours polémique, il y a toujours tension intellectuelle. C'est ça la caractéristique essentielle de la philosophie, on ne s'entend pas. Alors tant ici bien que certains ont dit qu'on ne doit même pas parler de la philosophie, mais on doit parler des philosophies. C'est comme si chaque philosophe aurait sa propre philosophie, aurait sa propre façon de voir le monde. Et donc il y a contradiction entre les philosophes. On ne peut parler de la philosophie que sous le mode de la pluralité. On ne peut parler de la philosophie que sous le mode de la pluralité, et pas sous le mode de la singularité. Mais la philosophie n'est jamais au singulier, elle est toujours au pluriel. On se comprend jusque-là. On ne peut pas définir la philosophie parce que les philosophes ne s'entendent pas. Exemple, je donne un exemple. Le stoïcisme, peut-être que vous en avez entendu parler, le stoïcisme, S-T-O-I-C-I-S-M-E, S-T-O-I-C-I-S-M-E, le stoïcisme. C'est une doctrine philosophique qui a été fondée pendant l'Antiquité par Zénon de Citium. Zénon de Citium, c'est Z-E-N-O-N, après 2, D-E. Et Citium, c'est C-I-2-T-I-U-M. C-I-2-T-I-U-M, Citium. Zénon de Citium est le fondateur du stoïcisme. Et Zénon de Citium enseignait que tout ce qui arrive dans le monde vient de Dieu. Tout ce qui arrive dans le monde vient de Dieu. Et il dit, Dieu n'a pas raison, mais Dieu est raison. Parce que celui qui a raison peut avoir tort. Mais celui qui est la raison même, il n'a jamais tort. Dieu est raison, il n'a pas raison. Quand je dis j'ai de l'argent, il se peut que je sois pauvre, parce que l'argent peut disparaître. Mais quand je dis je suis l'argent même, je m'identifie à l'argent, ça veut dire que je ne suis jamais pauvre. Donc Dieu est raison. Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas, et il est à l'origine de tout ce qui se produit dans le monde. Donc tout ce qui arrive dans le monde est bon.
Parce que ça vient de Dieu et Dieu ne se trompe pas. Donc, à chaque fois que quelque chose nous arrive, même si c'est fâcheux, même si c'est malheureux, nous devons être contents en considérant que Dieu ne se trompe pas. C'est lui qui a fait advenir un tel événement dans le monde et que lui ne se trompe pas. D'accord? C'est comme si après cette révision, vous rentrez chez vous, vous avez faim. On vous dit qu'il n'y a pas de déjeuner parce qu'il y a une chèvre qui est entrée dans la cuisine et qui a renversé la marmite. Vous devez être content. Vous devez être content. Vous devez vous dire que c'est mieux comme ça, non? Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais normalement, si vous êtes un bon croyant, vous devez vous dire que si j'avais mangé le repas, peut-être que je serais tombé malade ou que je serais même mort. Je ne sais pas si vous connaissez cette façon de penser. Donc tout ce qui m'arrive est bon. Même si c'est un malheur, c'est mieux pour moi. Parce que Dieu sait bien ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon. Donc les stoïciens considèrent que tout ce qui arrive c'est Dieu et que Dieu ne se trompe pas. Ce qui fait que l'individu doit toujours accepter ce qui lui arrive. Même si c'est malheureux, même si c'est fâché, c'est mieux pour lui. C'est bien pour lui, il doit l'accepter comme tel. Un esclave de Zénon est allé au marché voler. Il est allé au marché voler quelque chose. On l'a pris à flagrant délit de vol et on l'a ramené chez son maître Zénon. Le maître a voulu frapper l'esclave. Et l'esclave lui dit, maître, c'est toi qui nous enseignes que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Bon, donc si je suis allé au marché et si j'ai volé, si on m'a pris à flagrant délit de vol et qu'on m'a ramené chez vous, ben c'est Dieu qui l'a voulu, donc vous ne devez pas me frapper. Le maître lui dit, très bien, toi tu es un excellent élève, tu as bien assimilé ta leçon, mais moi aussi si je te frappe, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. Donc c'est une façon de dire que tout ce qui arrive pour les stoïciens, tout ce qui arrive c'est Dieu. On comprend. Donc pour le stoïcisme, tout ce qui arrive dans le monde relève de la volonté divine et donc l'homme doit accepter ce qui lui arrive parce que Dieu ne se trompe pas, il est raison, il a raison, il est raison, il n'a pas raison. Par contre, pour l'épicurisme, comme vous l'entendez, E-P-I-C-U-R-I-S-M-E, épicurisme, doctrine philosophique qui a été fondée par Épicure. Épicurisme, E-P-I-C-U-R-I-S-M-E. C'est Épicure qui est le fondateur de l'Épicure. Épicure dit ce qui arrive à l'homme relève de la responsabilité de l'homme et non de la volonté divine. Donc s'il arrive quelque chose, il ne faut pas imputer ça à Dieu, il faut plutôt imputer ça à la responsabilité de l'homme. Donc tout ce qui arrive engage la responsabilité de l'homme et non la responsabilité de Dieu. Exemple, un candidat au baccalauréat qui ne va jamais à l'école. Qui ne va jamais à l'école, qui ne fait pas ses exercices, qui n'étudie pas ses leçons, qui passe son temps à jouer, et qui après ne réussit pas à son examen, est-ce qu'il peut dire que c'est Dieu qui l'a voulu? C'est la responsabilité de qui? Mais c'est sa propre responsabilité. On a parlé tout à l'heure de la chèvre qui est entrée dans la cuisine et qui a renversé la marmite. Mais c'est la responsabilité de qui? Est-ce que ça c'est la responsabilité de Dieu? Est-ce que la personne qui préparait le repas, est-ce que si elle était là, dans la cuisine, est-ce que la chèvre aurait renversé la marmite? Donc, quelque part, les épicuriens disent ce qui arrive engage la responsabilité de l'homme. Donc, nous sommes en présence de deux philosophies différentes. J'ai voulu juste vous montrer les différences entre les philosophes. Pour les stoïciens, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Pour les épicuriens, tout ce qui arrive engage la responsabilité de l'homme. En conséquence, les philosophes ne s'entendent pas. Voilà la preuve. Les philosophes ne s'entendent pas. Lorsqu'un philosophe défend une théorie, un autre défend une théorie totalement différente. Exemple, pour les stoïciens, tout est Dieu. Pour les épicuriens, tout renvoie à l'homme. C'est bon, c'est clair jusque-là. Mais même si on ne peut pas définir la philosophie, on va chercher quand même ses caractéristiques. Je dis, on ne peut pas définir la philosophie. On n'a pas de définition parce que les philosophes ne s'entendent pas. Mais on peut chercher quand même des caractéristiques partagées par tous les philosophes en dépit de leurs différences. Ils sont différents, mais ils partagent quelques caractéristiques. C'est comme dans cette salle-là, nous sommes différents les uns des autres, mais il y a des caractéristiques que nous partageons. On va dire ici que nous sommes tous Gurbellois. Je crois, hein? Donc nous sommes tous Gurbellois, nous partageons ça. Nous sommes différents, nous sommes tous Gurbellois, nous sommes tous quoi encore? Nous, ici dans cette salle, on est tous candidats au baccalauréat. Donc on partage ça. Donc on peut être différent, mais on peut partager des caractéristiques. Les philosophes sont différents, mais ils partagent trois caractéristiques. Et ça, il faut les garder à l'esprit. Trois caractéristiques. Première caractéristique, c'est l'utilisation de la raison. L'utilisation de la raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas philosopher sans se servir de la raison. Ils sont différents, mais ils se servent tous de la raison. Ils utilisent tous la raison. On est d'accord. Philosopher, c'est se servir de la raison. La naissance de la philosophie, dit Jean-Pierre Vernant, correspond avec la libération de la raison.
La naissance de la philosophie, dit Jean-Pierre Bernard, correspond avec la libération de la raison. Jean-Pierre Bernard, Bernard c'est V-E-R-N-A-N-T. V-E-R-N-A-N-T. Jean-Pierre Bernard. La naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison. La naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison. Vous voyez, il parle de libération. Ça veut dire que la raison existait, mais elle n'était pas libérée. La libération de la raison. Parce que si on prend un non-philosophe est quelqu'un qui ne libère pas sa raison. Pourquoi? Parce qu'il se contente de suivre aveuglément la masse. Il suit ce que les autres font. Il n'a pas besoin de tout réfléchir. Parce que la réflexion aussi, elle est fatigante. Des fois, c'est plus facile de suivre simplement ce que les autres font, hein, comme ça, je ne fatigue pas la tête. Être là à réfléchir, à se poser des questions, pourquoi ceci, plutôt que cela, etc. Je préfère suivre ce que les autres font et c'est plus simple pour moi. Donc, un non-philosophe est quelqu'un qui se contente de suivre aveuglément la masse, tandis que le philosophe est quelqu'un qui se sert de la raison. L'utilisation de la raison est une exigence philosophique. En philosophie, on se sert de la raison. Au Sénégal, il y a de cela quelques années, peut-être que vous n'étiez pas né. Il y a de cela quelques années, un jeune enfant de 6 ans était venu. Je crois que c'était un Tanzanien. Et on nous avait dit qu'il parle toutes les langues du monde et qu'il récite le Coran. Il connaît tout le Coran. C'était un jeune enfant. Et après, on lui a donné, il est parti avec des millions. Il a arnaqué presque tous les Sénégalais, ce gars-là. C'est un enfant de 6 ans. On nous a fait croire qu'il parle toutes les langues du monde, alors que c'était faux, qu'il connaît tout le Coran à 6 ans. Et c'est quand il est parti qu'on s'est rendu compte qu'on a été arnaqué. Oui, le non-philosophe est quelqu'un qui suit aveuglément. Tout le monde fait une chose, lui aussi il fait. À un certain moment au Sénégal, il y avait un film qui passait et tous les jeunes se mettaient à prier. Je ne sais pas si c'était quel film encore. C'est Assad. Tout le monde se mettait à prier. En fait, c'est ça le non-philosophe. Il suit la masse, il ne se sert pas de sa raison. Tout le monde fait une chose, lui aussi il fait. Il suit la même direction. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il allait créer un passage dans la mer et que ce passage-là va conduire aux États-Unis. Je ne sais pas si vous. Oui, il avait dit qu'il va créer une brèche. Hein. Il va créer une brèche, un passage en plein fleuve, en plein océan Atlantique. Et les gens pourraient passer par là pour aller aux États-Unis. Je crois qu'il avait même donné un rendez-vous un jour bien neuf. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de monde qui était venu. Oui, et qui attendait que la brèche soit ouverte pour se rendre aux États-Unis. En fait, ça, c'est le non-philosophe. Le non-philosophe ne se sert pas de sa raison. Il se contente de suivre ce que les autres font. J'ai donné hier l'exemple, il y a eu une fuite de gaz. Je vous assure, une fuite de gaz dans une usine à Dakar. Et dans cette usine, il y a eu beaucoup de morts. Et les gens couraient en masse pour aller voir ce qui se passe. Alors que c'est une fuite de gaz. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'est la manière que dans une usine. Et les gens ont déterminé des usines et les premiers arrivés sont morts, bien sûr. Chez nous, quand quelque chose se passe, tout le monde se déplace vers le lieu. Il y a Magal, tout le monde va à Touba. Il y a même des gens qui se rendent là-bas sans prier, sans faire des ziar. Mais puisque tout le monde y est allé, il faut qu'ils y aillent. Et c'est les mêmes personnes qui vont aller encore, je ne sais pas où, qui vont aller à Tuaon, qui vont aller à Ndiassa et qui vont aller même à Popenguine. Non, je n'exagère rien. En fait, le non-philosophe est quelqu'un qui suit la masse. Lui, il ne réfléchit même pas. Tout le monde va vers une direction. Lui aussi, il va dans cette direction. Le philosophe dit, moi, je ne suis pas tout le monde. Je suis ma raison. Je suis ma raison. Donc, le philosophe se sert de la raison. Et c'est pourquoi Descartes a affirmé que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Parce que le non-philosophe, il est frappé de cécité intellectuelle, au sens où il se contente de suivre ce que les autres font. Il ne se sert pas de la raison. Philosopher, c'est se servir de la raison. C'est clair, hein? C'est clair. Un philosophe se sert de la raison, tandis qu'un non-philosophe, lui, il suit simplement la masse. C'est aussi simple que ça. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est le déploiement de l'esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique. Alors, je signale que lorsque vous écrivez déploiement, il y a un E quelque part. Il y a un E dans le déploiement. Ça se situe où? Le E. Il y a un E. Le déploiement de l'esprit critique, du verbe déployer. Le déploiement de l'esprit critique. Ça signifie le doute. Un philosophe est quelqu'un qui doute. Et il doute de quoi? De tout. Il doute de tout. Le philosophe doute de tout. Il doute de tout. Parce que le philosophe est quelqu'un qui soupçonne tout, y compris même l'évidence.
Parce que des fois, on peut considérer que quelque chose est évident alors qu'elle n'est pas aussi évidente que ça. Voilà pourquoi il doute. Vous-même vous dites que l'apparence est trompeuse. Et puisque l'apparence est trompeuse, il faut douter. Il faut toujours avoir un esprit critique. Ne jamais accepter une chose parce qu'on l'a dit, parce que tout le monde est d'accord, parce que ça semble évident. Non, il faut toujours douter. Il faut toujours se poser des questions. Il faut chercher la vérité qui est souvent cachée. Voilà pourquoi le philosophe doute. C'est pour établir la différence entre le vrai et le vraisemblable. Il veut établir la différence entre le vrai Et le vraisemblable. Et le vraisemblable. Et le vraisemblable. Vous, les garçons, vous direz au pareil. Ah ben bien sûr, parce que c'est eux qui ont répondu. Ah oui, ah oui. Ah oui, il y a des filles. Bon, les deux filles, vous direz au pareil. Mais la rage des filles là. Donc, le philosophe doute pour établir la différence entre le vrai et le vraisemblable. Parce qu'il ne faut pas dire faux entre le vrai et le vraisemblable. Parce que le vraisemblable est compliqué, il ressemble au vrai sans l'être. Mais vous, là, votre génération, c'est la génération numérique. Vous savez que quelqu'un peut vous présenter une photo sur la toile, sur les réseaux sociaux, mais qui ne reflète pas sa vraie personne. Parce que nous avons la possibilité de toucher la photo, de la changer, de la rendre belle, je crois. Et donc, à part de ce oui, c'est ça. Donc, à part de ce moment-là, nous devons être prudents. Je dois être prudent. Je dois toujours me poser des questions. Je dois toujours questionner. Je dois toujours déployer mon esprit critique. Donc, le philosophe est quelqu'un qui doute parce qu'il se dit qu'il faut établir la distinction entre le vrai et le vraisemblable. Le vraisemblable, il ressemble au vrai, mais il ne l'est pas. Donc, il faut faire attention. Alors, l'exemple que je donne, que vous connaissez certainement, c'est l'exemple du couple qui a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Ça peut arriver, Un couple a vécu longtemps sans avoir d'enfant et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son affection et son attention que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi, ça lui a fait mal. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte et au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose de vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Il faut toujours douter. Ce monsieur n'est pas un philosophe. Un philosophe, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait tué le chien? Non. Il aurait fait quoi? On va vérifier. Il aurait? Allez voir. Les filles, vous ne répondez pas. Vous irez en enfer. Oui, il aurait. Allez voir. Oui, il aurait vérifié. Il aurait vérifié. C'est simplement ça. C'est ça. Les philosophes nous demandent de vérifier. Nous demandent simplement d'aller en profondeur et de ne pas nous contenter de ce qui est superficiel. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi les philosophes doutent. Donc le philosophe doute, c'est pour chercher la vérité. C'est pourquoi Descartes a affirmé que le doute est le fondement de la philosophie. Le doute est le fondement de la philosophie. Pourquoi? Parce que le philosophe, il cherche la vérité. Et pour trouver la vérité, il faut douter. Si j'accepte tout ce qu'on me dit, je ne suis pas un philosophe. Si j'accepte tout ce que je vois, parce que les Wolofs disent que ils disent beaucoup. Donc tout ce qui est vu est vrai, ce qui n'est pas aussi évident que ça. Ce qui n'est pas aussi évident que ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous allez voir un homme sérieux que l'on déshabille. Ah oui, oui. C'est aujourd'hui avec l'intelligence. Même avant l'intelligence artificielle, je crois que les gens ont la possibilité technique aujourd'hui de prendre quelqu'un et de le déshabiller et de le montrer sur les réseaux. Vous avez l'impression que c'est cette personne alors que ce n'est pas elle. Oui, ça peut arriver. Et donc ça montre que maintenant, nous devons soupçonner, nous devons toujours poser des questions. On a parlé de la philosophie du soupçon. Nietzsche, Marx et Freud sont considérés comme des philosophes du soupçon. Donc, le déploiement de l'esprit critique, les philosophes doutent pour chercher la vérité. Troisième et dernière caractéristique, c'est la quête du savoir.
La quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à sa recherche. La quête du savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? De savoir. Je dois chercher le savoir, puisque je ne sais rien. C'est là où le philosophe se distingue du dogmatique. Disait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Tout le monde disait ça. Mais le savant n'a pas suivi tout le monde. Je ne sais pas ce que je dis. On avait dit que tout le monde disait que le soleil, même jusqu'à nos jours, il y a des gens qui pensent que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais le savant, lui, il est sorti du lot. Il a soupçonné, il a douté de cette convention sociale. Et il a dit, est-ce que le soleil vraiment se couche à l'est, se lève à l'est et se couche à l'ouest? Et le savant a dit non, le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas, le soleil est fixe, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour du soleil. Il y a des élèves de S ici. Il n'y a pas de S. Élèves de S, oui, la loi de la gravitation universelle. C'est cela, F égale K facteur de M et sur D au carré. F c'est la force gravitationnelle, K c'est une constante qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11, M' sont les masses statiques et D au carré c'est le carré de la distance. On appelle ça la loi de la gravitation universelle qui a été mise en place par Newton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savant est quelqu'un qui doute de la même manière que le philosophe doute. La recherche du savoir. Est-ce que le savant est quelqu'un qui va à la recherche du savoir? Est-ce que la science cherche le savoir? Oui. Mais bien sûr, la science cherche le savoir. Donc, la science utilise la raison, la philosophie utilise la raison. La science met l'accent sur l'esprit critique, la philosophie met l'accent sur l'esprit critique. La science cherche le savoir, la philosophie cherche le savoir. Mais ça veut dire que finalement, la philosophie et la science partagent les mêmes caractéristiques. Vous savez pourquoi? Parce que la philosophie, c'était la science. Jusqu'au XVIIe siècle, on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. La philosophie, c'était la science, et la science, c'était la philosophie. Le mot philosophie a été créé par qui? Pythagore de Samos. Par Pythagore. Or, Pythagore, c'est un mathématicien. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. C'est ça le théorème de Pythagore. C'est ce Pythagore-là qui a créé la philosophie. Et Platon, qui était un philosophe de l'Antiquité grecque, avait écrit devant son école. Comment s'appelait l'école de Platon? L'académie. Platon a fondé l'académie et Aristote a fondé le lycée. L'école d'Aristote s'appelait le lycée. Platon avait écrit devant l'académie, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc ça veut dire que la philosophie c'était la géométrie, la philosophie c'était la science de façon générale. Donc pas de distinction entre la philosophie et la science. C'est à partir du XVIIe siècle seulement, à partir du XVIIe siècle, qu'on a commencé à dire que la philosophie est théorique, tandis que la science est pratique. Et les différences commencent à se manifester. La philosophie est théorique, tandis que la science est pratique. La philosophie, c'est des théories, quoi. C'est des théories, essentiellement de la métaphysique, etc. Tandis que la science règle nos problèmes concrets. La science règle. Je dis très souvent, si vous voulez voir le caractère concret de la science, le caractère pratique de la science, il faut vous référer à la famille des heures. La famille des heures. Ventilateur, réfrigérateur, climatiseur, téléviseur, ordinateur, et n'ajoutez pas professeur. C'est la famille des heures montre que la science est pratique tandis que la philosophie est théorique. Rapidement, j'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de science, j'ai parlé de religion. Alors tous ces éléments-là appartiennent à la culture. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre la nature. Quand je dis la nature, ça veut dire l'environnement. Parce que la nature, l'environnement est hostile. L'environnement nous crée des problèmes. Par exemple, il fait très chaud. Là, pour lutter contre la chaleur ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre la chaleur? On a installé des bâches. Pour lutter contre la chaleur. Certains ont leur éventail. C'est des éléments de culture. Donc la culture nous permet de lutter contre la nature. Mais la culture nous permet aussi de lutter contre notre propre nature. Parce que j'ai une nature intérieure. C'est les désirs que je partage avec les animaux. J'ai mes désirs. Les désirs que je partage avec les animaux, ma partie animale, ça c'est ma nature. D'accord? Donc, mais je dois lutter contre l'animalité qui sommeille en moi. Est-ce que j'ai la possibilité de satisfaire mes désirs comme l'animal? Non. Non, je n'ai pas la possibilité. Je ne peux pas satisfaire mes désirs comme les animaux. Donc la culture me permet de faire un double combat. Premier combat, c'est le combat contre la nature. Deuxième combat, c'est le combat contre ma nature. On se comprend. La culture permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Non? La culture permet à l'homme de lutter contre la nature. La nature, c'est l'environnement.
c'est l'environnement. Mais permet à l'homme aussi de lutter contre sa nature, c'est-à-dire ses désirs. L'homme lutte contre ses désirs. Oui, dans la religion musulmane, on utilise un terme qui renvoie à la guerre pour lutter contre sa nature. On parle de guerroyer contre, comment on appelle ça? Jihad al-nafsu. Jihad. En fait, vous devez lutter, vous devez guerroyer contre vos propres désirs. D'accord? Donc, la culture me permet de lutter contre la nature et contre ma nature. Ce qui veut dire que la culture assurément survit, parce que si je ne lutte pas contre la nature, je ne peux pas survivre. Mais la culture me distingue de l'animal, parce qu'en luttant contre mes désirs, je me distingue de l'animal. Donc la culture de ce point de vue-là est positive. Elle est positive. Mais on peut trouver des aspects négatifs. Parce qu'en luttant contre la nature, la culture risque d'agresser la nature. Parce que dans certains cas, on finit par agresser la nature. Et en luttant contre ma propre nature, je mets l'accent sur le paraître. Je mets l'accent sur le paraître. Oui, par exemple, une fille passe, elle est très belle. On veut la regarder, mais bon, je vous dis, je n'ai pas le droit de regarder quand même. Un imam faisait une prêche devant des croyants et il leur a dit que quand une fille passe et que vous la regardez, pour le premier regard, c'est pas grave, mais si vous posez un deuxième regard, c'est un péché. Oui, et un croyant a levé la main et lui a dit, imam, je voudrais poser une question. Combien de minutes peut durer le premier regard? am Aslan. Am Aslan. Que la culture nous permet de lutter. Nous avons des idées. D'accord? Donc, elle présente des aspects positifs et des aspects négatifs. Ces aspects positifs et négatifs, on les retrouve surtout dans le travail et le langage. Quand on regarde le travail, parce que le travail est un élément de culture, le langage aussi est un élément de culture. Quand on prend le travail et le langage, on voit des aspects négatifs et des aspects positifs. Le travail présente des aspects négatifs. Le mot travail vient de quoi? Tripalium. Et le tripalium, c'était quoi? Instrument de torture. C'était un instrument de torture. Donc, travail renvoie à souffrance. Travail renvoie à souffrance. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs raisons. La première raison, c'est la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire que dans la Bible, et notamment dans la Genèse, le travail est considéré comme une sanction. Parce que dans la Bible, vous avez l'Ancien Testament et vous avez le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le travail est une sanction. Parce que Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit, qui est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent est allé voir Ève et lui a dit, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenu intelligent, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là vous mettiez, mais vous ne le savez pas, c'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que Dieu vous avait interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les mois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt, et les hommes te dresseront la tête par leurs talons. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, d'où tu fuis, parce que tu es de poussière, et tu retourneras à la poussière. Alors le travail ici se présente comme une sanction. C'est une sanction qui a été infligée à l'homme qui a péché. Quand vous regardez la société grecque ancienne, dans la société grecque ancienne, on faisait la différence entre le travail manuel et le travail intellectuel. C'est-à-dire qu'on valorisait le travail intellectuel et on minimisait le travail manuel. Vous savez, dans toutes les sociétés, il y a des travaux qui sont considérés comme des travaux dégradants, que les gens ne veulent pas faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a des travaux que les gens ne veulent pas faire. Il y a des travaux, par contre, qui sont valorisants. Tout le monde veut faire ces types de travaux. Dans la société grecque ancienne, on n'aimait pas le travail manuel. Ça, c'est une façon aussi de dégrader les ouvriers
et les artisans qui font le travail manuel. Et enfin, dans la société capitaliste actuelle, Marx dit ceux qui font tout n'ont rien, et ceux qui ne font rien ont tout. Marx dit dans la société capitaliste, il y a une injustice. Ce sont les bourgeois qui s'accaparent de tout et les ouvriers, les prolétaires, vivent dans la pauvreté la plus totale. Donc le travail de ce point de vue-là est négatif. Si vous prenez le langage, vous pouvez trouver aussi que le langage est négatif. C'est très simple. Hein? Le langage crée des conflits entre nous. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Et ça crée des conflits. C'est ce que Paul Ricoeur appelle les conflits d'interprétation. Ça nous arrive, non? Je dis une chose, mais vous l'interprétez mal. Et ça crée inutilement des conflits. Donc le langage crée souvent des conflits entre les gens. Le langage pose problème. Le langage, des fois je parle, vous ne savez même pas ce que j'ai dit. Quand je dis par exemple, boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek jaay, Inch'Allah. Je parle de quelle langue? Boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek jaay, Inch'Allah. Boy, anglais. Boy, c'est quelle langue? Anglais, français, wolof. Langue mixte. C'est pas du wolof ça. Je crois que dans cette phrase, il y a peut-être deux mots wolof. C'est pas. Boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek jaay, Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est quelle langue? C'est une langue mélangée. Langue mélangée. Bon, voilà. Vous dites ça à une personne âgée. Mais elle ne comprend pas ce que vous dites parce que c'est des codes qu'ils ne comprennent pas. Donc voilà, le langage conduit souvent à des malentendus. Première chose. Deuxième chose, comme dit Henri Bergson, D-E-R-G-S-O-N, Bergson dit le langage est pauvre. Le langage est pauvre. Pourquoi? Parce que des fois, vous êtes content et vous ne trouvez pas un mot pour exprimer votre joie. Ça arrive, non? Quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Vous êtes tellement content que vous ne savez plus que dire. Quoi. Vous voulez dire merci, mais vous dites merci quand même, merci, c'est trop petit. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ça vous arrive, non? Des fois, nous sommes contents, nous nous mettons à pleurer parce que nous ne trouvons pas le mot. Des fois, nous sommes fâchés. Je veux chercher un mot méchant, mais je n'en trouve pas. Finalement, je pleure. C'est pourquoi Bergson dit le langage est pauvre. Le langage est pauvre. Il ne permet pas d'exprimer vraiment les sentiments et les pensées de l'individu. Maintenant, ça c'est les aspects négatifs. Maintenant, les aspects positifs. Mais pourquoi vous êtes là? Le travail. Si vous êtes là, c'est pour avoir du travail, non? Oui, c'est pour avoir du travail. Mais le jour où pour le moment, vous dépendez de vos parents. Mais le jour où vous commencerez à travailler, est-ce que vous continuez à dépendre de vos parents? Non, vous devenez plus libre. Donc le travail libère. C'est ce que dit Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. Le travail libère. C'est par le travail que l'esclave devient le maître du maître. Donc le travail libère. Quand je commence à travailler, je deviens plus libre, quoi. Je ne dépends plus de mes parents. Au contraire, je peux même venir en aide à mes parents. Et de ce point de vue-là, le travail m'en libère. Premièrement. Deuxièmement, dans la religion, le travail n'est pas toujours sanction, mais le travail est recommandation. Même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, c'est une sanction. Mais dans le Nouveau Testament, c'est une recommandation. Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Et quand vous regardez le Coran, Leibniz, c'est un philosophe allemand, Leibniz dit que les musulmans seraient des paresseux. C'est ce qu'il appelle le fatwa mohammédano. Il dit que les musulmans sont des paresseux parce qu'ils attendent tout de Dieu. Ils disent que ce qui devra m'arrivera forcément. Donc ils ne font rien. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Donc attends Dieu, quoi. À Dakar, il y a un quartier qui s'appelle Attends Dieu. Donc c'est comme si on est là, on attend Dieu. Mais dans la religion musulmane, dans le Coran, Dieu a écrit: je vous ai créé pour une vie de lutte. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu ne doit pas laisser les bras croisés, l'individu est quelqu'un qui doit travailler. Et Cheikh Ibra Fall est quelqu'un qui considère dans la doctrine mouride que le travail est une forme de prière. Le travail est une forme de prière. Donc l'individu est quelqu'un qui... Le casque dont parle Cheikh Ahmadou Bamba dans le Massalikul Jinan, c'est le travail. En fait, l'individu est quelqu'un qui doit travailler. Suzanne H est une commentatrice de Cheikh Ahmadou Bamba. Suzanne H dit que pour Cheikh Ahmadou Bamba, il y a 4 catégories d'individus. Ceux qui étudient, ceux qui travaillent, ceux qui font les deux, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre et qui ne comptent pas. Ceux qui étudient, ceux qui travaillent, ceux qui font les deux, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre et qui ne comptent pas. Donc, ceux qui sont les plus importants, c'est ceux qui étudient et qui travaillent. Donc, vous voyez que le travail est sacré
dans la doctrine mouride, le travail est sacré dans la religion musulmane. Donc la religion considère que le travail est sacré. Mais si on prend aussi le langage, on verra que le langage quand même est positif. S'il n'y avait pas de langage, il n'y aurait pas la vie sociale. La vie sociale est fondée sur la communication, comme dit Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit le fondement de la vie sociale, c'est la communication. Donc le langage est important. Ensuite, le langage me permet de communiquer avec l'autre. Les sentiments que j'ai, les idées que j'ai, pour les partager, je suis obligé d'utiliser le langage. Tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Les mots pour les utilisatifs, ainsi. Qui a dit ça? Voilà. Voilà. Oui, voilà. Donc, le langage nous permet, de ce point de vue-là, de communiquer. Dernière chose que je vais dire, c'est le rapport qui existe entre la liberté et l'État. La liberté et l'État. C'est la dernière chose. Évidemment, nous avons tendance tout de suite à dire que l'individu, c'est faire ce qu'on veut. C'est la conception première que nous avons de la liberté. La liberté, c'est l'absence de contrainte. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. C'est ça, non? Oui. Oui, on croit qu'un homme libre, c'est un homme qui fait. Mais est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que nous avons la possibilité de faire tout ce que nous voulons? Non. Bon, donc ce qui fait que cette conception de la liberté, que l'on appelle le libre arbitre, cette conception de la liberté est plutôt métaphysique. Parce que dans la réalité, ce n'est pas possible. On est toujours soumis à des contraintes. C'est une conception métaphysique que l'on retrouve avec l'histoire de l'âme de Buridan et les caves du Vatican de André Gide. Vous connaissez l'âme de Buridan? L'âme de Buridan. Oui. Buridan, c'est B-U-R-I-D-A-N. B-U-R-I-D-A-N. Buridan. Oui. C'est un âne, l'âme est là. C'est un âne qui avait également faim que soif. L'âne n'avait pas plus soif que faim, il n'avait pas plus faim que soif, il avait également faim que soif. Donc, même niveau de faim et de soif. On le met au milieu, l'âne est là. On le met au milieu de la nourriture est là, et de la boisson. Donc, l'âne a de quoi boire, l'âne a de quoi manger, et l'âne est au milieu. 3 mètres de la nourriture, 3 mètres de la boisson. L'âne est au milieu. L'âne est resté sur place, hésitant, ne sachant pas par où commencer, jusqu'à mourir de faim et de soif. C'est ça que l'on appelle l'âne du Buridan, qui ne savait pas par où. C'est pourquoi je dis que c'est un âne qui ressemble à l'âne de Ahmed Ndiaye. Parce que justement, c'est un âne qui est resté sur place jusqu'à mourir de faim et de soif. Maintenant, si on enlève l'âne et on met un homme à sa place, est-ce qu'un homme, à la place de l'âne, serait resté sur place jusqu'à mourir de faim et de soif? Non. Un homme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait un choix. C'est ça la liberté. Il aurait fait un choix. C'est-à-dire qu'il faut choisir et que ce choix ne repose sur aucun motif. Parce que s'il commence à boire, on lui dit pourquoi tu commences par boire, il dit jamais soif. On lui dit pourtant tu avais également faim. Donc il a fait un choix comme ça. C'est un choix gratuit. C'est pourquoi on appelle ça un acte gratuit. Un acte gratuit. Donc premier exemple, c'est l'âne de Buridan. Deuxième exemple, c'est l'histoire de Lafka Diop, que vous connaissez. Oui. Lafka Diop, c'est un personnage étrange qui voyageait dans un train à côté d'un vieillard qui s'appelle Amédée Frédisson. Donc il entre dans le train, il s'assoit à côté du vieux. C'est comme quand vous entrez dans un bus et que vous trouvez un vieux à côté. Il s'installe à côté du vieux. Et il dit, ce vieux, je veux le tuer. Alors que le vieux ne lui a rien fait, il vient de le rencontrer pour la première fois. Il dit, je veux le tuer. Mais je vais lui donner une chance. Je vais compter jusqu'à 12 avant de le tuer. Il compte jusqu'à 12, il prend le vieux, il le jette à travers la fenêtre du train qui roulait à vive allure. Pourquoi il le tue? Il l'a tué, lui-même ne sait pas pourquoi. C'est un acte gratuit. C'est ça que l'on appelle le libre arbitre. On fait ce qu'on veut. Mais la question, c'est est-ce que l'individu a la possibilité de faire tout ce qu'il veut? L'individu est soumis à des contraintes. Nous avons des contraintes sociales. Première contrainte sociale, c'est la langue. Quand je dis je suis libre, suivez-moi bien. Quand je dis je suis libre, je dis je, pronom personnel, première personne du singulier. Je dis suis, verbe être, conjugué à la première personne du singulier au présent indicatif. Je dis libre, adjectif qualificatif, attribut du sujet je. Parce qu'il est séparé du sujet je par un verbe d'état qui est le verbe être. Donc quand je dis je suis libre, je suis en train d'obéir à des règles de grammaire. En conséquence, je ne suis pas libre. L'individu est toujours soumis à des contraintes. C'est des contraintes sociales. C'est des contraintes naturelles. Il me faut boire, il me faut manger. Je ne peux rien, c'est des contraintes. Je suis obligé de boire, je suis obligé de manger pour survivre. L'individu est soumis à des contraintes biologiques. Nous n'avons pas choisi la forme de nos têtes. On n'y peut rien. C'est des contraintes biologiques, je n'y peux rien. Donc, l'individu est soumis à un ensemble de contraintes qui font que la liberté n'est pas absence de contraintes, mais plutôt acceptation de la contrainte.
Et c'est pourquoi Jean-Paul Sartre a considéré que l'individu est toujours libre, parce qu'il choisit toujours. Vous avez choisi de venir ici. Vous avez choisi. Si vous avez un mari qui vous frappe tous les jours, vous avez un mari qui vous frappe tous les jours, vous êtes libre. Ah, vous êtes libre parce que vous avez le choix. Vous avez le choix de faire quoi? De partir. Vous avez le choix de faire quoi aussi? De rester. De rester. De rester. Vous avez le choix de le tuer. Ah, vraiment? Pour une femme, il n'y a rien de plus facile que de tuer son mari. Il n'y a rien de plus facile. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Mais c'est facile de le tuer. Mais vous avez choisi de rester et de vous faire battre tous les jours par lui. Donc vous avez choisi. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre dit l'homme est condamné à être libre. Parce que dans toutes les situations, il choisit. Le prisonnier, dit Jean-Paul Sartre, est libre. Le prisonnier est libre. Pourquoi? Parce que le prisonnier a d'autres choix. Il peut faire quoi? Il peut chercher à s'évader, non? Vous allez me dire l'évasion est illicite, mais il peut se suicider. Ah, il peut se suicider, il peut mettre fin à sa vie, mais il a préféré rester en prison et purger sa peine, donc il a choisi. Sartre dit le peuple français n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation allemande. Quand les Allemands ont occupé la France, les Français étaient dominés par les Allemands. Il dit que c'est en ce moment-là que les Français sont libres. Parce qu'ils ont le choix. Soit accepter la capitulation avec Pétain, soit faire la résistance avec De Gaulle. Ils ont le choix. Soit dire, moi je n'ai pas de choix. Mais quand vous n'avez pas de choix, vous avez choisi de ne pas choisir. Donc dans tous les cas, l'individu choisit. Maintenant, quand on prend l'État, il n'y a que deux possibilités. Ou bien l'État garantit la liberté des citoyens, ou bien l'État constitue un obstacle à la liberté des citoyens. Mais vous savez que dans une dictature, par exemple, est-ce que dans une dictature, les citoyens sont libres? Non, dans une dictature, il n'y a pas de liberté. C'est ça le propos de Thomas Hobbes, H-O-2-B-E-S. Hobbes dit il faut faire le choix entre la liberté et la paix. Ah, pour lui, c'est très simple. Hein? Si les gens sont libres, il n'y a pas la paix. Et s'il y a la paix, les gens ne sont pas libres. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre la liberté et la paix? Hobbes dit moi, j'ai choisi la paix et que donc les gens ne vont pas être libres. Parce qu'il dit l'homme est naturellement méchant. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Donc si on laisse l'homme libre, il va faire du mal à son prochain. Je ne sais pas si vous connaissez les fables de Jean de La Fontaine. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau, ils vivaient sur une rivière en forme de pente. La rivière était en pente. Le loup était en haut, l'agneau était en bas. À un certain moment, le loup a voulu manger l'agneau. Et il lui dit, toi agneau, tu es en train de troubler ce que je vois. L'agneau lui dit, c'est moi qui suis en bas, donc ce sont tes restes qui viennent vers moi. Mais mes restes à moi ne peuvent pas monter vers vous. Le loup lui dit, oui, tu as raison. Mais l'année dernière, tu m'insultais. L'agneau lui dit, l'année dernière, je t'ai pas aimé. Il dit, bon d'accord, donc c'est ton frère. L'agneau lui dit, j'ai pas de frère, je suis fils unique. Le loup lui dit, donc c'est un de tes amis. Parce que vous ne me respectez pas, vous, vos bergers et vos chiens. Et le loup le mange. Et ça s'arrête là. Donc, Hobbes dit, pour lutter contre ça, la loi du plus fort, pour lutter contre ça, il faut établir la dictature. Et dans la dictature, les individus ne sont plus libres. D'accord? Donc, dans une dictature, pas de liberté. Maintenant, vous allez me dire, dans la démocratie, il y a la liberté. Attention, la démocratie, comme dit Jacques Rancière, est une promesse non tenue de liberté. Rancière, R-A-N-C-I-E-R-E. R-A-N-C-I-E-R-E. Jacques Rancière. Il a écrit un ouvrage intitulé Haine de la démocratie. C'est un philosophe français contemporain. Haine de la démocratie, verbe haïr. Haine de la démocratie. Et il dit la démocratie est une promesse non tenue de liberté. Une promesse non tenue de liberté. C'est-à-dire qu'on nous promet la liberté, mais ce n'est pas tenu quoi. Je vous donne un exemple. En Afrique, il y a un pays, je ne veux pas donner le nom de ce pays. Il y a un pays qui se déclare démocratique. Le président qui est dans ce pays-là vient de faire 30 ans au pouvoir. Bon, je ne donne pas le nom. Il vient de faire 30 ans au pouvoir. Mais c'est vous qui le dites. Il vient de faire 30 ans. Et après, on va vers les élections, il dit que c'est son premier mandat. Bon. Et pourtant, ce pays, c'est un pays démocratique. C'est ça. C'est pourquoi Jacques Rancière dit que la démocratie est une promesse non tenue de liberté. On nous promet la liberté, mais la liberté n'est pas respectée, même dans la démocratie. Et Alexis de Tocqueville est un philosophe d'origine française, mais il est américain. Alexis de Tocqueville a écrit de la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville dit la démocratie est la plus dangereuse forme de dictature parce que c'est une dictature voilée. La démocratie
est la plus dangereuse forme de dictature parce que c'est une dictature voilée. C'est une forme d'oligarchie, quoi. C'est le pouvoir des riches. C'est ce que dit Alexis de Tocqueville. Tocqueville, c'est T-O-C-Q-U-E après ville, V-I-2-L-E. T-O-C-Q-U, Tocqueville, E-V-I-2-L-E. Alexis de Tocqueville considère que la démocratie est une forme de dictature. Mais c'est une dictature qui cache son visage, c'est une dictature voilée. Par contre, là, il faut apporter l'antithèse. Par contre, on peut considérer que dans une vraie démocratie, les citoyens sont libres. Défendus par trois penseurs. Dans une vraie démocratie, les citoyens sont libres. Défendus par trois penseurs. Le premier penseur, c'est Rousseau. Ça fait partie de votre programme, le contrat social. Rousseau dit dans une vraie démocratie, c'est le peuple lui-même qui établit les lois. Et si le peuple établit les lois et obéit aux lois, le peuple obéit à qui? Le peuple établit les lois et obéit aux lois. Il obéit à qui? Mais il obéit à lui-même. Donc dans une démocratie, le peuple obéit à lui-même et donc le peuple est libre. C'est comme si dans cette classe, nous tous, nous réunissons et nous disons que désormais, personne n'a plus le droit de lire. Personne ne lit. Si quelqu'un lit, il fait tort à qui? À lui-même. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et libertaires. L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et libertaires. Donc Rousseau. Deuxième auteur, Montesquieu. Montesquieu, il a écrit l'esprit des lois. Et le postulat que pose Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est que tout homme qui détient un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Tout homme qui détient un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme a un pouvoir, il abuse. C'est l'homme qui est comme ça. Dès qu'on lui donne un petit morceau de pouvoir, il se prend pour Dieu le maître. C'est l'homme qui est comme ça, c'est sa nature. Le prof, des fois, il abuse de son pouvoir en classe. Je crois que Madame Gueye ne fait pas ça. Mais, et les gens qui mais il y a des profs qui abusent quand même. Mais ce n'est pas seulement le prof, mais vous-même vous abusez. Si vos parents doivent s'absenter de la maison pendant la journée et vous confient la garde de la maison et des enfants. Les enfants vont passer un très mauvais tour le moment que les parents reviennent. Vous allez les frapper tous. C'est ça. Tout homme qui possède un pouvoir, qui détient un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Maintenant, comment faire pour éviter les abus de pouvoir? Montesquieu dit qu'il faut éviter de donner tous les pouvoirs à un seul homme. D'où le principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il faut les séparer et les rendre indépendants les uns des autres. Chaque pouvoir doit être indépendant. Et chaque pouvoir constitue un contre-pouvoir pour les autres. Comme ça, il y aura la liberté. Donc Montesquieu, c'est la séparation et l'indépendance des pouvoirs. Enfin, vous avez Spinoza. Spinoza. S-P-I-N-O-Z-A. S-P-I-N-O-Z-A. Spinoza est un philosophe hollandais. S-P-I-N-O-Z-A. Spinoza dit tant que l'État met en avant l'intérêt supérieur du peuple, nous sommes en présence d'une démocratie. Tant que l'État met en avant l'intérêt supérieur du peuple. Parce que le problème c'est quoi? C'est que des fois l'État peut poser des actes et le peuple ne comprend pas. Alors que ces actes, c'est pour l'intérêt du peuple. Parce que des fois nous ne comprenons pas. Je dis, Socrate dit dans l'apologie de Socrate que je serai jugé en effet comme serait jugé un médecin qu'accuserait un cuisinier devant un tribunal d'enfants. Je serai jugé en effet comme serait jugé un médecin qu'accuserait un cuisinier devant un tribunal d'enfants. C'est-à-dire que si un médecin est accusé par un cuisinier, et si c'est des enfants qui doivent les juger, les enfants, ils vont donner raison à qui? Au cuisinier. Parce que c'est le cuisinier qui leur donne le bon plan. Le médecin, il administre des piqûres, il ouvre des entrailles, il donne des médicaments amers. Mais est-ce que le médecin, s'il fait ça, est-ce que c'est pas pour notre intérêt? Ce qu'il fait, c'est ça fait du mal, mais c'est pour notre intérêt. Je ne sais pas si vous le dites. Donc c'est ça que dit Spinoza. C'est que lorsque l'État est dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple, des fois le peuple ne comprend pas. Mais plus tard, le peuple comprendra que les actes qui avaient été posés, c'est pour son intérêt. Par exemple, je donne un exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mettons, l'État sénégalais veut créer une route quelque part, pour drainer, je ne sais pas, un canal, un canal pour drainer l'eau de pluie, pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans une zone. Mais quand je fais un canal, il faut que je déplace des maisons, non?
Bon, quand je déplace, je dis aux habitants d'une maison, il faut qu'on vous déplace et qu'on vous mette ailleurs. Bon, ces gens sont fâchés. Ils disent, mais pourquoi nous nous déplaçons? Mais est-ce que ce n'est pas pour leur intérêt? Parce que là où ils sont là, ils risquent d'être submergés par nous. À Dakar, c'était arrivé à un certain moment, je crois. Il y a tout un quartier qui avait été déplacé. Comment on appelle ça à Dakar? Parce qu'il y avait eu des inondations, on avait déplacé un quartier de la banlieue et on les avait installés ailleurs. C'était sous Wade. Oui, c'est le plan Djahaï. C'est le plan Djahaï. Donc on avait déplacé des gens parce que c'était pour les sauver de l'inondation. Peut-être que les gens pouvaient être fâchés, mais après ils comprendront plus tard que c'était pour leur intérêt. Donc Spinoza considère que tant que l'État vise l'intérêt supérieur du peuple, on est en présence d'une démocratie. Donc effectivement, l'État peut être au service de la liberté des citoyens. Je termine avec ce propos de Valérie. Valérie dit, l'État c'est l'enfant monstrueux du droit et de la force. S'il est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Si l'État est fort, il nous écrase. Si l'État est faible, nous périssons. Alors que faut-il faire? Si l'État est fort, c'est un problème. Si l'État est faible, c'est un problème. Que faut-il faire? Alors ce qu'il faut faire, c'est ce que Pascal nous propose. Il faut faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. Il faut faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. C'est la meilleure façon de régler le problème et de rendre les gens heureux et libres. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution à cette activité. Je vous remercie. L'homme est appelé toujours à philosopher d'une manière ou d'une autre. Donc il existe ce que l'on appelle les situations limites. C'est-à-dire que des situations par rapport auxquelles je n'ai plus de solution instrumentale. Et en ce moment-là, l'homme se met d'une manière ou d'une autre à philosopher. Devant la mort, devant la maladie incurable, quand on dit que vous avez une maladie qu'on ne peut pas guérir du tout, devant l'échec, etc., l'homme d'une manière ou d'une autre fait recours à la philosophie, à la métaphysique pour répondre à des questionnements qui le dépassent. Donc, la science se développe, mais en même temps, la philosophie l'accompagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la science, en se développant aussi, fait des dérapages. Exemple de dérapage de la science, la bombe atomique, le réchauffement climatique, la pollution, etc. fait des dérapages. Et par rapport à ces dérapages-là, on a toujours besoin de réflexion philosophique, science sans conscience. François Aram, alors, là, c'est toute production effectuée par un individu conscient dont la seule finalité est le beau. L'art est toute production effectuée par un individu conscient dont la seule finalité est le beau. C'est quand on produit et qu'on recherche le beau. L'artiste, ce qui l'intéresse, c'est essentiellement le beau. Mais quand on dit que l'artiste s'intéresse au beau, ça signifie que l'artiste est un révolté. Ça veut dire que notre monde n'est pas beau. Si l'artiste dit je vais faire advenir le beau dans le monde, mais ça signifie que le monde est laid. Et donc l'artiste est quelqu'un qui se révolte contre le monde. Mais en se révoltant contre la laideur du monde, l'artiste se révolte contre le créateur du monde. C'est pourquoi Nédoncel est un poète français, Nédoncel a affirmé que l'univers est à refaire. L'univers est à refaire. Si vous avez fréquenté le Candide de Voltaire, regardez Voltaire. Voltaire, son vrai nom, c'est Jean-Marie Arouet. Voltaire, c'est l'anagramme de révolté. C'est là, si vous renversez Voltaire, vous avez révolté. Si vous fréquentez donc le Candide de Voltaire, vous avez le maître Pangloss et Candide qui sont ensemble dans votre monde avec des problèmes. Les problèmes, c'est la guerre entre les Avars et les Bulgares, la destruction du château de Tetertron, la déformation de la Belkinabon. C'est des problèmes dans notre monde. Après, il passe une nuit, il rêve, il se réveille et il se retrouve à l'Eldorado. Ils arrivent à l'Eldorado, ils vont vers un hôtel. Ils disent à l'hôtelier, nous sommes venus, nous sommes des étrangers, nous voulons vous confier nos affaires et aller travailler pour venir pouvoir payer après la chambre que nous allons occuper. Et l'hôtelier se mettait à dire. Ils disent à l'hôtelier, pourquoi vous moquez de nous? L'hôtelier leur dit, ici, vous allez dans n'importe quel hôtel, vous passez le nombre de nuits que vous voulez, vous mangez tout ce que vous voulez et vous ne payez pas. Tout est grave. Ils sortent, ils marchent dans la rue, ils trouvent des pépites d'or. Ils commencent à ramasser l'or et les gens se moquent d'eux. Ils disent aux gens, pourquoi vous vous moquez de nous? Les gens leur disent, ici, il y a partout de l'or, on n'en a pas besoin. Ne ramassez pas l'or, on n'en a pas besoin. Ils vont à l'hôpital pour se faire soigner, on leur dit que ici, tout est gratuit. C'est l'Eldorado que Voltaire a créé. Une façon de dire que moi, si j'étais Dieu, voilà le type de monde que j'aurais créé. Malheureusement pour eux, ils ont dormi, ils se sont réveillés et ils sont sortis de l'Eldorado et ils se sont retrouvés à Constantinople.
à Constantinople, ils ont rencontré un sage d'Ervitch turc qui leur dit, si vous voulez être heureux dans le monde, arrêtez de faire des théories et cultivez votre jardin. Le travail nous éloigne de trois grands mots, la nuit, le vice et le besoin. Et l'ouvrage s'arrête là. Qui montre que l'artiste est quelqu'un qui se révolte. Il se révolte contre le monde, la laideur du monde, mais il se révolte aussi contre la laideur de la société. Parce que dans la société, quand même, il y a des laideurs. Il y a des choses qui ne sont pas belles dans la société. Il y a des choses. Maria Maba, par exemple, dans Une si longue lettre, se révolte contre la polygamie. En considérant que la polygamie est une forme de laideur. Les écrivains de la négritude, ils se sont servis de la. Je signale que la littérature fait partie de l'art, la poésie fait partie de l'art. Les écrivains de la négritude se sont servis de l'art pour se révolter contre la colonisation. Ma bouche sera la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche. Ma voix sera la liberté de ceux qui s'abaissent au cachot du désespoir. C'est Aimé Césaire qui parle comme ça. Donc c'est une façon de dire que l'artiste se révolte. Mais même quand vous prenez la musique, vous prenez le reggae, le jazz, le rap, c'est des musiques de contestation, de révolte. De révolte. Le reggae, le jazz, en Amérique, c'est des anciens esclaves qui se sont retrouvés là-bas et qui ont voulu contester, qui ont voulu se révolter contre une situation d'esclaves. Donc de ce point de vue-là, oui, l'art est au service de la révolte. Mais l'artiste ne se contente pas seulement de dénoncer, il dénonce et il propose autre chose, il nous propose un autre univers. Donc Voltaire a dénoncé le monde avec ses problèmes et il nous a proposé un monde paradisiaque qui est l'Eldorado. Ensuite, la question c'est le cynisme. C'est ça, hein? Le cynisme. Le cynisme est une doctrine philosophique qui a été fondée par Diogène de Sinope. Diogène de Sinope, on l'appelle aussi Diogène le chien. Diogène le chien. Alors celui, il disait que l'homme le plus parfait de nous est celui qui ressemble le plus aux animaux sauvages. L'homme le plus parfait de nous est celui qui ressemble le plus aux animaux sauvages. C'est pourquoi Diogène ne mettait jamais d'habit. Il était toujours vu. D'accord? Il avait une école, mais dans son école, si vous voulez être élève de son école, il faut venir nu. Ah oui, parce qu'il dit l'homme le plus parfait de nous est celui qui ressemble le plus aux animaux sauvages. Vous avez entendu que Diogène, un jour, il avait allumé sa torche à midi et il était allé au marché à la recherche de l'homme. À midi, avec sa torche allumée, il dit je cherche l'homme. Il a rencontré des hommes, mais il a dit les hommes que j'ai rencontrés, ils mettent des amis, donc ce n'est pas des hommes. Je cherche un homme nu. Diogène, c'est ça, Diogène. Et après, les gens l'avaient chassé de Sinope, ils l'avaient chassé de sa ville parce qu'il développait des philosophies bizarres. Et on lui a dit, Diogène, il semble que les gens de Sinope l'ont chassé de votre ville. Il dit, ils ne m'ont pas chassé, c'est moi qui les ai condamnés à rester là. Diogène, c'était ça, c'était quelqu'un qui était très intelligent, mais qui avait une philosophie bizarre, mettant l'accent sur l'animalité. C'est quelqu'un qui faisait l'apologie de l'animalité. L'apologie de l'animalité. Et il faisait tout en public. Il faisait tout en public. Il urinait en public, il faisait tout en public. Diogène. C'est pourquoi sa philosophie s'appelle le cynisme. C'est Diogène le chien ou Diogène le Sinope. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste au doute? C'est le cogito cartésien. Je pense, donc je suis. Descartes dit qu'on peut douter de tout, sauf de son existence. Parce que quand je doute de mon existence, c'est la preuve que j'existe. Je ne sais pas ce que je pense, donc je suis. Donc je ne peux pas douter de mon existence en tant que sujet pensant, parce que si je doute de mon existence, c'est la preuve que j'existe. Donc pour Descartes, il n'y a que le cogito qui peut résister au doute. L'art et la réalité, oui, nous, en fait, il faut voir que nous avons deux possibilités. Est-ce que l'artiste est quelqu'un qui reproduit la réalité telle qu'elle est, ou bien est-ce que l'artiste est quelqu'un qui reproduit la réalité telle qu'il est? Je parle bien français. Est-ce que l'artiste reproduit la réalité telle qu'elle est, ou bien est-ce que l'artiste reproduit la réalité telle qu'il est? L'artiste reproduit la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire telle que la réalité est. C'est bon, hein? L'artiste reproduit la réalité telle que lui, l'artiste est, tel qu'il est. On se comprend? Vous avez ces deux possibilités. Quand l'artiste reproduit la réalité telle qu'elle est, vous avez l'art, ce qu'on appelle l'art figuratif. L'art n'est que copie. Les peintures de Zeuxis qui peignait des champs de vignes et de raisins tellement semblables à la réalité qu'il réussissait à piéger des oiseaux. Ou alors le réalisme littéraire. Vous avez vu ça en littérature, le courant réaliste. Les réalistes racontent les événements tels qu'ils se sont produits dans la réalité. Tel que Émile Zola est un réaliste, par exemple, quand il parle de la vie des ouvriers, etc., dans le Germinal.
Donc, ici, l'art est une reproduction de la réalité. Par contre, on peut considérer que l'art n'est pas quelqu'un qui reproduit, l'artiste n'est pas quelqu'un qui reproduit la réalité, mais l'artiste est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un un créateur, c'est un démiurge, c'est un génie qui crée un nouvel univers qui n'a rien à voir avec l'univers dans lequel nous vivons. Comme l'Eldorado que Voltaire a créé. Un univers, si vous voulez, paradisiaque, mais qui est imaginaire. L'artiste est quelqu'un qui met l'accent sur le vagabondage de l'imagination, une sorte de déterritorialisation de la pensée qui nous amène vers un nouvel univers, vers un nouveau monde. L'artiste nous pousse à voyager. Le voyage ici, c'est le voyage vers l'imaginaire. Il invente un monde. C'est ça, c'est pourquoi on dit que l'artiste est un démiurge, c'est un génie créateur. Il crée un tout autre univers. Comme les surréalistes, veulent aller au-delà du réel. Ils veulent nous inviter à chercher dans le subconscient une nouvelle source d'inspiration. Donc ne pas seulement se contenter de la conscience, mais aller vers le subconscient. Et l'écrivain surréaliste est quelqu'un qui ne se contente pas de la réalité, c'est quelqu'un qui va au-delà, comme son nom l'indique, surréaliste. Donc au-delà de la réalité. Ces deux attributs sont possibles. Dernière question, l'utilité de la science. Bon, je vais parler tout à l'heure de la famille des E. Vous vous rappelez, non? Oui. Voilà. Donc, là, c'est une des manifestations. C'est-à-dire que la science fait l'objet d'une application technique qui améliore nos conditions de vie. C'est clair. La science fait l'objet d'applications techniques qui améliorent nos conditions de vie. Mais la science elle-même, même si on ne parle pas de technique, la science elle-même nous permet de développer ce que Paul Ricoeur appelle une gymnastique intellectuelle. La science nous permet de réfléchir, nous permet de faire une gymnastique intellectuelle. Élève de CM2, 9 moins 10 égale combien? Impossible. Élève de CM2, 9 moins 10. Impossible. Élève de terminale, 9 moins 10. Moins 5. Vous voyez que vous êtes en train de progresser dans la réflexion. L'élève de CM2 dit que ce n'est pas possible parce qu'il travaille avec l'ensemble n des entités naturelles. L'ensemble n des entités naturelles va de 0 à plus l'infini. Il n'y a pas de nombre négatif. L'élève de terminale travaille avec l'ensemble R des réels qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça admet des nombres négatifs. Vous pouvez poser l'opération 9 moins 10 et trouver le résultat. Élève de terminale L, moins 1 au carré. Moins 1 au carré. C'est égal à 1. Parce qu'on vous aura dit que le produit de notre carré est toujours produit. Élève de terminale S, est-ce qu'il y en a ici? Terminal S, il y en a plus. Ils sont pas tous. Ou bien ils se cachent. Je pose pas de... S'il y a un élève de terminal S, I au carré c'est égal à combien? Moins 1. Et c'est égal à moins 1. I au carré c'est égal à moins 1. Alors, regardez, vous avez dit tout à l'heure que le produit de nombre carré est toujours positif. Ici, on a I au carré qui est égal à moins 1. En physique, on l'utilise dans le calcul de la résistance des tenseurs lorsqu'on parle d'électricité. Donc, ça veut dire que la science nous permet de faire une gymnastique intellectuelle. Ça nous permet de réfléchir. La science nous permet de réfléchir. Donc, c'est Paul Ricoeur qui parle comme ça. La science nous permet de développer la gymnastique intellectuelle. Donc, elle nous permet de réfléchir. Sous ce rapport-là, la science est utile. Donc, elle est utile parce qu'elle améliore nos conditions de vie. Elle est utile parce qu'elle nous permet de mieux comprendre le monde. Elle est utile parce qu'elle nous permet au moins de réfléchir. Elle nous permet de développer l'esprit. Voilà, donc je crois avoir passé en revue les questions qui ont été posées. Et merci beaucoup, merci encore une fois, professeur. Est-ce que c'est clair avec vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, mademoiselle Ange. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'ici? Bonjour. J'ai deux questions à poser. J'espère que c'est facile. La nature et la culture. Je voudrais savoir, est-ce que la nature a-t-elle un avenir? A-t-elle un avenir? La nature a-t-elle un avenir? C'est ma première question. Et la deuxième, sommes-nous vraiment libres? Merci à toi. Merci beaucoup. Elle est brave d'avoir posé des questions. Et vous? Vous les posez comme ça. À tout. D'accord. C'est bien Ousmane Sonko. Vous n'avez pas de questions?
Vous avez une question? Venez. Ah, l'honneur aux dames. Moi, je vois que des dames qui posent des questions pour le moment. Pour dire, hein? Bonjour professeur. Je voulais vous expliquer la situation de l'eau portant sur la nature. Ô homme de quelque contrainte que tu sois, voici ton histoire telle que j'ai écrite. La Bible non pas dans les livres de tes semblables, qui sont menteurs, mais dans le livre de la nature, qui elle ne ment jamais. Tout ce qui sera vrai sera vrai, et il y aura de faux, que ce que j'aurai ajouté moi-même sans le vouloir. Merci. Bonjour. Je voulais demander si le beau peut-il se trouver. Si le beau peut-il se trouver. Si le beau peut-il se trouver. Une question. Là-bas. Ah, enfin, un garçon. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible d'expliquer une autre blague? Interprétation. Voilà. Une œuvre d'art. La question s'intéresse dans le domaine du langage. Je veux savoir, est-ce que comment on pourrait de recevoir est-ce que l'État est-il compatible avec la liberté? Monsieur waxal doy na yow tamit. vous voulez c'est l'épistémologie. Je voulais savoir, est-il facteur de pression? Est-il facteur d'option? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? L'État est-il facteur de pression? Parfait. Oui, là, maintenant, c'est bon. Ok, merci. Ok. Bon, s'il vous plaît. On va répondre à cette série de questions. La première question, c'est est-ce que la nature a un avenir? C'est une excellente question. Est-ce que la nature a un avenir? Alors, on part du principe que la nature, c'est ce qui ne change pas. Et puisque la nature, c'est ce qui ne change pas, le passé de la nature est identique au passé, au présent de la nature et va être identique à l'avenir de la nature. C'est-à-dire, du point de vue de la nature, les désirs là, par exemple, les désirs naturels, désir de boire, est-ce que le désir de boire change? Est-ce que le désir de manger change? Est-ce que ceux qui ont vécu avant nous, ils avaient un désir de manger différent du désir de manger que nous avons aujourd'hui? Est-ce que ceux qui viendront demain, ils auront le désir de manger? Est-ce que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, est-ce qu'ils auront soif? Est-ce qu'ils auront faim? Est-ce qu'ils sentiront le besoin de dormir? Donc on se rend compte de ce point de vue-là que la nature est continue et elle est immuable, elle ne change pas. La nature est immuable, elle ne change pas, elle ne se mue pas. Et sous ce rapport-là, la nature n'a pas d'avenir parce qu'elle reste la même. Les abeilles dont parle Virgile dans ses géorgiques au 1er siècle avant Jésus-Christ communiquent exactement de la même manière que les abeilles dont parle Karl von Frisch au 20e siècle. Donc, si vous voulez, ce qui est naturel, ça ne change pas. Ça reste identique. C'est pourquoi à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler d'avenir parce que ça ne bouge pas. Un avenir suppose un mouvement, suppose un dynamisme. Or, du point de vue de la nature, il n'y a pas de changement et donc la nature
serait considéré comme quelque chose sans avenir. Sommes-nous vraiment libres? Oui, ça dépend de ce que vous entendez par liberté. Si être libre, c'est faire ce qu'on veut, on n'est pas libre. Ah oui, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut. Je disais, les grévistes français, en 1968, ils étaient en grève. Ils disaient, article 1, il est interdit d'interdire. Article 2, l'article 1 est interdit. Article 1, il est interdit d'interdire. Article 2, l'article 1 est interdit. Parce que quand vous dites qu'il est interdit d'interdire, vous-même vous êtes en train d'interdire. Donc il faut interdire votre interdit. Voilà des étudiants qui pensaient qu'ils pouvaient retrouver le modèle anarchiste. C'est les anarchistes. Vous connaissez, non? Ils pensent qu'il faut supprimer toutes les formes d'autorité et libérer les limites. Mais si on le fait, si on libère toute forme d'autorité, ça va être compliqué de vivre sur terre. Les gens vont s'entretuer. Et donc, de ce point de vue-là, la liberté comme absence de contrainte pose problème. Par contre, on peut considérer qu'on est libre lorsqu'on accepte la contrainte. C'est moi-même qui ai choisi. Vous, là, vous allez faire le bac, non? Vous allez faire le bac, le moment donné. Mais vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez dire, bon, moi, le jour du bac, je ne partirai pas au centre. Ah, vous êtes libre, non? Oui. Et si vous allez au centre, c'est qu'on vous a demandé d'y aller, mais vous avez accepté d'y aller. Je ne sais pas si vous avez dit. La liberté ici, c'est l'acceptation de la contrainte. Il y a la contrainte, mais vous-même, vous avez accepté la contrainte. D'accord? Oui, si c'est comme ça, si on accepte la contrainte, on retrouve sa liberté. C'est comme Sisyphe. Sisyphe dont parle Albert Camus, qui était condamné à faire monter un lourd rocher jusqu'au sommet d'une grande montagne, et à chaque fois qu'il arrivait au sommet de la montagne, le rocher est tombé et il devait le reprendre pour le faire remonter. Finalement, il a aimé ce travail et il a reconquis sa liberté. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur l'état de nature chez Rousseau. Oui, en fait, Rousseau dit que moi je veux voir comment l'homme vivait avant. D'accord? Il le dit dans son ouvrage qui est intitulé Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. On l'appelle le second discours. Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes. C'est dans ce livre-là que Rousseau nous parle de l'état de nature. Rousseau dit, moi je veux savoir comment les hommes vivaient avant. Il dit, mais pour savoir comment les hommes vivaient avant, je dois me référer à l'histoire. À l'histoire. Mais Rousseau dit, moi je ne fais pas confiance à l'histoire. Parce que l'histoire raconte des fois des choses qui ne sont pas vraies. Alors comment je vais faire à partir de ce moment-là? Comment je vais faire? Émile Breyer considère que Rousseau, à partir de ce moment-là, a préféré faire l'histoire à partir de lui-même. Il dit, je vais regarder moi-même comment j'ai grandi. Et donc, je vais faire une introspection, et c'est sur la base de cette introspection que je vais réécrire l'histoire de l'humanité. Et c'est comme ça qu'il a parlé de l'état de nature. Donc, l'histoire de l'état de nature, Rousseau dit, l'état de nature n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera pas. C'est une invention de l'esprit. C'est moi qui l'ai créé, de toute pièce. J'ai fait une introspection et j'ai imaginé qu'au départ, ça se passait comme ça. Je ne sais pas si vous dites. Donc, Rousseau a imaginé une histoire qui ressemblerait à l'état de nature. Parce qu'il dit, moi, je ne fais pas confiance en l'histoire. C'est le drame historique de la philosophie qui est le drame philosophique de l'histoire dont parle Émile Breyer. Émile Breyer dit, si on regarde l'état de nature chez Rousseau, c'est le drame historique de la philosophie ou le drame philosophique de l'histoire. C'est lorsque le philosophe ne fait plus confiance en l'histoire et ne fait créer dans une certaine mesure sa propre histoire. Voilà ce qu'on dit. Prouver le beau. Est-ce qu'on peut prouver le beau? Kant dit que le beau ne se prouve pas. Il s'éprouve. Le beau ne se prouve pas. Il s'éprouve. On le vit, on le sent. C'est tout. Il ne se prouve pas. Il s'éprouve, on le sent. C'est ce qui plaît universellement sans concept. C'est ce qui plaît universellement sans concept. Si je dois vous prouver, moi j'ai une femme et je dois vous prouver qu'elle est belle. Je dis, mais regardez, elle est belle, regardez, etc. C'est que finalement elle n'est pas belle. Parce que vous ne devez pas me convaincre pour que j'accepte que c'est beau. Je dois regarder et voir tout de suite que c'est beau. C'est ce qui plaît sans concept. Pas d'explication. Je dois le sentir. Le beau ne se prouve pas, il s'éprouve. Vous connaissez éprouver. Éprouver, c'est sentir. Voilà, ça s'éprouve, mais ça ne se prouve pas. Est-ce qu'on peut expliquer une œuvre d'art? Ça revient à la même chose. Sauf que l'œuvre d'art fait l'objet de plusieurs interprétations. Chacun de nous peut avoir sa propre interprétation de l'art. Nous ne sommes pas obligés d'accepter l'interprétation donnée par l'artiste lui-même.
nous pouvons avoir, nous, notre propre interprétation de l'œuvre d'art. Et c'est pourquoi on a dit que l'œuvre d'art, c'est quand il parle toujours, quand il dit l'œuvre d'art, c'est un jugement de goût. C'est un jugement de goût. Et puisque c'est un jugement de goût, chacun de nous peut avoir son propre jugement, chacun de nous peut avoir sa propre appréciation. Peut-on tout dire? Non. En fait, le problème c'est que des fois, on l'a dit tantôt, des fois j'ai des idées, mais je n'arrive pas à les dire, non? Parce que je ne trouve pas le mot pour exprimer ces idées. C'est que le langage est pauvre. Le langage ne me permet pas de tout dire. Je peux dire certaines choses, mais je ne trouve pas les mots pour dire. Comment vous allez dire glace en Wolof? Glace, comment vous le dites en Wolof? Glace, c'est pas bon. Donc, c'est pas de la glace. Oui. Voilà votre réponse, on ne peut pas tout dire. Comment vous dites neige en Wolof? Les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde. Les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde. C'est de mon monde, je ne peux pas le nommer. C'est Wittgenstein qui a dit ça. Ludwig Wittgenstein, dans le Tractatus, il dit que les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde. Ce qui ne fait pas partie de mon univers, je ne peux pas le nommer. C'est valable pour les Français. Bien fois, nous avons nous des noms en Wolof qu'on ne peut pas dire en français. Je ne sais pas chez eux. Parce que ça n'existe pas chez eux. Ouais, je ne sais pas quel nom, mais certainement en Wolof, il y a des réalités qu'on ne peut pas nommer en français. On ne peut pas nommer en anglais. Je ne sais pas quoi je veux dire. Concoron, par exemple, il dit Concoron. Baralsalo. Oui, le paradis, ça veut dire que tu dois te le dire. Oui, bon, c'est très compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire d'une langue à une autre, ça pose problème. Parce que les mêmes réalités n'existent pas, ces réalités n'existent pas de la même manière dans les mêmes. J'ai entendu un enfant dire que gaspille ma peau, une façon de dire d'ailleurs ça me non. Gaspille ma peau, c'est pas la même chose. C'est pas la même réalité, c'est ça aussi. Le gaspillage de peau. Donc on ne peut pas tout dire. État et liberté, je crois l'avoir dit que dans une dictature, il n'y a pas de liberté. Vous vous rappelez? Hobbes se dit, il faut choisir, je ne sais pas si vous avez vu, Hobbes se dit, il faut choisir entre la liberté et la paix. Vous vous rappelez? Il faut choisir entre la liberté et la paix. Si vous voulez la paix, il n'y aura pas de liberté. C'est ça Hobbes. Si vous voulez la paix, il n'y aura pas de liberté. Donc l'État exclut la liberté selon Hobbes. Mais vous avez certains qui ont considéré que même la démocratie est une forme de dictature. J'ai parlé de Jacques Rancière, qui a écrit Haine de la démocratie. J'ai parlé d'Alexis de Tocqueville, qui a parlé de la démocratie en Amérique. L'ouvrage d'Alexis de Tocqueville est intitulé De la démocratie en Amérique. Et dans De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville a montré que la démocratie est une forme de dictature. Mais c'est une dictature voilée. C'est une dictature qui cache son vrai visage. Donc de ce point de vue-là, l'État peut constituer une entrave à la liberté. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme nous l'avons dit, dans une vraie démocratie, telle que pensée par Rousseau, par Montesquieu, par Spinoza, on en a parlé, l'État protège la liberté des citoyens. Épistémologie, bon, avant de parler d'épistémologie, l'État est un facteur d'oppression. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que dans une dictature, l'État est effectivement facteur d'oppression. Par contre, dans une vraie démocratie, l'État n'est pas facteur d'oppression, mais l'État est facteur de liberté dans une vraie démocratie. Alors, dire un mot sur l'épistémologie. Sur l'épistémologie, il y a peut-être trois choses à savoir. La première chose, c'est la science et ses principes. La science a trois principes selon Lalande. André Lalande. La science a trois principes. La rationalité, l'objectivité et l'universalité. La rationalité, l'objectivité et l'universalité. Comprenez? La rationalité, c'est la raison. L'objectivité, c'est présenter la chose telle qu'elle est, avec des instruments de mesure. Et l'universalité, c'est que les résultats scientifiques sont des résultats universels. Donc, rationalité, objectivité, universalité. Donc, les trois principes de la science. Et les positivistes, comme compte, considèrent que si la science arrive à respecter ces trois principes, alors ces résultats seraient totalement vrais.
Ça, c'est un peu discutable parce que les résultats scientifiques ne sont pas absolument vrais, mais ils sont provisoirement vrais. Parce que tout résultat scientifique contient une part d'erreur. Tout résultat scientifique contient une part d'erreur. Est-ce que vous pouvez voir un microbe à l'œil nu? Un microbe, est-ce qu'on peut le voir à l'œil nu? Qu'est-ce qu'on fait pour voir un microbe? On prend un microscope. Le microscope, vous savez ce qu'il fait? Il agrandit et il éclaire. Il agrandit et il éclaire. C'est pourquoi vous pouvez voir maintenant un corpuscule avec le microscope. Il agrandit et il éclaire. Mais qui parle d'éclaircissement parle de lumière. Or, on sait en physique aujourd'hui, toute lumière est composée de petits corps que l'on appelle des photons. Autour de la lumière, il y a des graines de poussière. Vous pouvez faire l'expérience. Quand vous êtes dans une chambre avec une toiture trouée, lorsque les rayons solaires passent par le trou, vous avez l'impression de voir un amoncellement de graines de poussière. Je ne sais pas si vous avez jamais fait cette expérience. Lorsque les rayons solaires passent par le trou de la toiture, vous avez l'impression que c'est des graines de poussière que vous voyez. Ces graines de poussière, ce sont les photons qui composent toute lumière. Donc moi, quand je veux observer un microbe au microscope, je ne bombe pas de photons, de ces graines de poussière. En conséquence, je change sa position et sa vitesse. Werner Heisenberg, il est un physicien allemand, il établit ce qu'il appelle une équation d'incertitude. Nous sommes en science, une équation d'incertitude. Il dit delta P, l'incertitude sur la position de l'atome, que multiplie delta X, l'incertitude sur sa vitesse, serait supérieur ou égal à H. H, c'est la constante de Planck. Et on appelle ça une équation d'incertitude. Ça veut dire que donc la science, elle n'est pas absolument vraie, mais il y a une part d'erreur dans la science. L'histoire de la science, dit ignorance, c'est l'histoire de l'erreur, c'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. La science tend de façon asymptotique vers la vérité, sans être la vérité dans sa totalité. Il y a toujours une part d'erreur dans la science. Donc, premier axe, la science et ses principes. Deuxième axe, c'est les différents types de sciences. Il y en a trois. Les sciences logico-formelles, les mathématiques par exemple. On s'intéresse ici à la forme du raisonnement et non au contenu des propositions, la forme. Vous savez qu'en mathématiques, c'est le raisonnement qui est plus important. Parce que des fois, vous pouvez même fausser le résultat, mais votre raisonnement est bon et le prof vous donne la moyenne. Je crois avoir entendu ici qu'il y a un prof de maths présent. Ou bien il n'est pas là. Oui, ça va, le prof de maths n'est pas là. Donc, la mathématique s'intéresse à la forme du raisonnement. Le raisonnement doit être cohérent. C'est pourquoi on parle de sciences logico-formelles. On pose une hypothèse et on tire une déduction logiquement inévitable. On pose une hypothèse et on tire une déduction logiquement inévitable. C'est pourquoi on parle de démarche hypothético-déductive. Je pose une hypothèse et je tire une déduction logiquement inévitable. 2x plus 1 font 0, donc forcément x est égal à moins 1,5. Voilà. Tous les élèves sont bavards. Or, donnez-moi le nom d'un élève. Fatou. Tous les élèves sont bavards. Or, Fatou est une élève. Donc, Fatou est bavard. Est-ce que mon raisonnement est cohérent? Oui. Voilà. Il est cohérent. Le raisonnement est cohérent. Je suis en présence d'un raisonnement mathématique acceptable. Donc, les sciences logico-formelles, c'est la forme de raisonnement. Maintenant, vous avez les sciences expérimentales, comme la biologie, comme la chimie, etc. Les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales, c'est hypothèse, c'est observation, hypothèse, vérification, loi. Observation, hypothèse, vérification, loi. Observation, hypothèse, vérification, loi. On observe un fait problème, on donne une hypothèse, on vérifie l'hypothèse, et dès que l'hypothèse est vérifiée, elle devient une loi. Voilà, c'est la démarche. Claude Bernard, dans l'introduction à la médecine expérimentale, donne l'exemple des lapins. Et cet exemple des lapins montre qu'on pense un savant, c'est quelqu'un qui observe un fait problème. Alors un fait problème, un fait qui s'est produit, mais qui ne devait pas se produire. Un fait qui s'est produit, mais qui ne devait pas se produire. Par exemple, quand un chien mord un homme, on peut le comprendre. Mais quand un homme mord un chien, ça c'est un problème. Donc le savant, ce qui l'intéresse, c'est un fait problème. Après, il avance une hypothèse. Et après, il vérifie l'hypothèse. Et dès que l'hypothèse est vérifiée, elle devient une loi. C'est ça la démarche expérimentale. Après, vous avez enfin ce que l'on appelle les sciences humaines. Alors, les sciences humaines, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est la philosophie, c'est la sociologie, c'est la psychologie. C'est les sciences qui étudient l'homme pour la société. Le seul problème qui se pose dans ces sciences, c'est que la part de subjectivité est très grande. Si vous prenez l'exemple de l'histoire, l'acteur et le blanc couraient et tournaient autour de la gare. Nous sommes en 1886 à Détale. L'acteur et le blanc tournaient autour de la gare. Qui poursuivait qui? L'acteur et le blanc couraient et tournaient autour de la gare. Qui était le poursuivant et qui était le poursuivi? Pour l'historien français, c'est le blanc qui était le poursuivant et l'avion le poursuivi.
Et pour l'historien sénégalais, c'est l'Adiol qui était le poursuivant et le blanc le poursuivant. Vous voyez ce que je veux dire? La conscience de l'histoire du Paul Valéry est une conscience dans l'histoire. L'histoire ne justifie que ce qu'on veut. La conscience de l'histoire est une conscience dans l'histoire. Ça veut dire que l'historien lui-même, il est dans l'histoire. Voilà pourquoi il ne peut pas être objectif. Et vous voyez, des fois, quand on raconte notre histoire entre nous, des fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de manipulation. Dans la façon dont on restitue l'histoire, il y a beaucoup de subjectivité des fois. C'est pourquoi Paul Valéry dit l'histoire ne justifie que ce qu'on voit. L'histoire ne justifie que ce qu'on voit. C'est ça le problème des sciences. Donc, premier axe, la science et ses principes. Deuxième axe, les différents types de sciences. Troisième axe maintenant, la science et la technique. La science et la technique. Est-ce que c'est la technique d'abord, la science après, ou bien est-ce que c'est la science d'abord, la technique après? Les deux cas de figure sont possibles. Mais on considère que historiquement, l'homme a d'abord été technicien avant d'être savant. Les Égyptiens ont pratiqué pendant longtemps le théorème de Pythagore sans le découvrir. Ils l'ont pratiqué quand même. À chaque fois qu'ils avaient un champ carré et qu'ils voulaient doubler la surface de ce champ, ils traçaient la diagonale de ce champ. Parce que quand vous tracez la diagonale d'un carré, vous avez deux triangles rectangles. Donc, les Égyptiens ont appliqué le théorème de Pythagore pendant longtemps sans le connaître. Les fontainiers de Florence ont voulu faire monter de l'eau dans les pompes et ils se sont rendus compte qu'à 10,33 mètres, l'eau ne montait plus. Torricelli, un chimiste, est venu réfléchir sur la question et a découvert des notions de pression et d'aspiration. Donc ça veut dire qu'il y a la technique d'abord et il y a la science après. Maintenant, l'autre possibilité aussi existe. C'est-à-dire la science d'abord, la technique après. Par exemple, Hertz a découvert les ondes électromagnétiques au XVIe siècle. Hertz, vous entendez parler de kilohertz, de mégahertz. Hertz a découvert les ondes électromagnétiques au XVIe siècle. On a commencé à les appliquer dans les techniques de radiodiffusion au XIXe siècle. Donc des siècles après. Einstein a découvert la théorie de la relativité, 1 égale mc au carré. Il a découvert ça et on l'a utilisé pour faire la bombe atomique. Donc, nous avons la science d'abord et la technique après. Le savant met en place des formules et le technicien applique les formules de la science. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on cesse de les séparer. On parle de technosciences. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de technosciences, notamment avec le numérique, avec l'intelligence artificielle. On ne sépare plus le domaine, le moment de la science du moment de la technique. Mais c'est deux moments qui ont tendance à aller ensemble. Le technicien est savant en même temps et le savant est technicien en même temps. C'est des choses qui vont ensemble, qui s'inscrivent dans la même dynamique et on parle de plus en plus de technosciences. Mais le seul problème, c'est que de plus en plus, l'homme est en train d'être dépendant de la technoscience. Qui peut se réveiller ici sans son téléphone portable? Nous sommes en train de dépendre, nous nous en rendons même pas compte, mais nous sommes en train de dépendre de notre téléphone portable. Oui, nous sommes en train de dépendre de notre téléphone portable. Pour nous réveiller, il nous faut régler l'heure. Sinon, on a des soucis. Mais finalement, c'est le téléphone qui devait dépendre de nous. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui dépendons du téléphone portable. Oui, c'est nous. Le téléphone portable est devenu notre maître. La technique est en train de nous donner. Nous sommes maintenant dépendants des objets que nous-mêmes nous avons créés. C'est ce que Jacques Ellul appelle le bluff technologique. Jacques Ellul, c'est E2LQN. E2LQN. Jacques Ellul. C'est ce qu'il appelle le bluff technologique. Le bluff, c'est un bluff. Nous sommes en train d'être dans une illusion, dans un monde que nous avons créé et que nous dépendons de ces objets que nous avons créés. C'est un bluff. C'est le bluff technologique dont parle Jacques Ellul. Alors l'homme croit qu'avec la science et la technique, il va devenir maître et possesseur du monde, comme disait Descartes. Mais malheureusement, avec la science et la technique, nous sommes en train d'être dépendants de ce que nous avons nous-mêmes créé. Oui, aujourd'hui nous avons créé. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans ventilateur. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans climatiseur. Il y a des gens, peut-être, bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Finalement, nous dépendons totalement. Je vous assure qu'il y a même des filles qui, pour préparer la cuisine, sont obligées d'aller sur Google. Ouais. Bon, c'est Google qui les aide. Je crois qu'il y a des moteurs de recherche sur la cuisine, qui vous dit bon, voilà comment on fait tel plat. Donc, vous prenez Google pour faire le cuisine. Donc, on va vérifier au lieu du et c'est ça, puisque vous, parce qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui ne savent pas faire la cuisine. C'est ça, hein? Oui, et maintenant, quand vous êtes forcé, vous êtes dans les situations où vous êtes forcé de faire non possible, vous dites bon, je vais demander à vous. Et des fois, même pour aller vers un lieu là, pour nous déplacer, nous sommes sur Google, nous sommes sur Google Maps, donc nous mettons le
milieu et c'est la machine qui nous dit tournez à droite, tournez à gauche, vous êtes arrivé à votre destination. Mais finalement, oui, je ne sais pas si vous connaissez Google Maps. Vous connaissez, hein? Oui, vous activez ça, vous voulez aller à c'est cher vous voulez aller à vous voulez aller à Grand quelque chose comme ça. Et vous avez Google Maps qui vous dit tournez à droite, tournez à gauche, etc. Et vous êtes arrivé à votre destination. Finalement, nous sommes dépendants de la machine. Nous sommes dépendants de la technique. C'est ça que Jacques Ellul appelle la technologie. Je voudrais encore une fois vous remercier. Je crois, madame, qu'on peut arriver à la fin de notre réunion et souhaiter un plein succès à tous les candidats au baccalauréat. Remercier encore une fois l'association qui a pris cette initiative. Remercier vos encadrés, madame la prof d'Amérique, merci pour avoir bien joué ce rôle de modératrice et beaucoup de